Je soupçonnais ma femme de cacher quelque chose, alors, j'ai fait semblant de partir en voyage d'affaires pendant 3 jours, juste pour la surveiller. Pendant que j'observais secrètement la maison, notre vieille voisine s'est approchée, et m'a chuchoté, « Ne la laisse pas te voir. Attends jusqu'à 1 heure du matin, et tu comprendras. » À minuit, j'ai failli m'évanouir, face à la vérité que j'ai découverte. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez. Je suis Gregorio Queers. J'ai 69 ans, et je pensais connaître les moindres détails de ma propre maison. Chaque lame de parquet qui grince, chaque ombre qui se forme, lorsque le soleil traverse la fenêtre du salon, chaque bruit que fait la porte du garage, lorsqu'elle se ferme. J'ai vécu dans cette maison, pendant plus de 30 ans. J'ai forgé des souvenirs, dans chaque pièce. Mais il y a 3 semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer, avec de simples mots. C'était une sensation dans l'estomac, comme lorsqu'on sait que quelqu'un nous ment, mais qu'on n'en a pas encore la preuve. Tout a commencé, un mardi après-midi. Je rentrais chez moi, après ma promenade habituelle dans le parc. Je vais toujours marcher, après le déjeuner. Cela fait partie de ma routine, depuis que je suis à la retraite. En franchissant la porte d'entrée, j'ai senti que quelque chose était différent. Ce n'était rien d'évident. La maison était silencieuse, comme toujours. Florencia était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Tout semblait normal, mais il y avait quelque chose dans l'air. Une tension, qui n'était pas là auparavant. Quand je suis parti, je me suis dirigé vers mon bureau, cette petite pièce au bout du couloir, où je garde mes documents importants, mes livres, mes souvenirs de l'époque où je travaillais dans l'entreprise de construction. La porte était fermée, comme je la laisse toujours. Mais, en tournant la poignée, j'ai remarqué quelque chose. La serrure était légèrement égratignée. Il y avait de petites marques, presque imperceptibles, mais je connaissais cette porte. Ces marques n'y étaient pas, le matin même. Je suis entré lentement. Tout semblait être à sa place. Mon bureau avec la lampe verte, les étagères pleines de dossiers, les photographies sur le mur. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose, qui m'a glacé le sang. Mes dossiers personnels, ceux que je garde dans le 2e tiroir du classeur, étaient disposés différemment. Je suis un homme méticuleux, obsédé par l'ordre. Je place toujours les dossiers par ordre chronologique, de gauche à droite, mais là, ils étaient à l'envers. Quelqu'un avait fouillé, dans mes documents. Quelqu'un était entré dans mon bureau, et avait touché à mes affaires les plus privées. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis assis sur ma chaise de bureau, et j'ai pris une grande inspiration. Je devais réfléchir clairement. Je ne pouvais pas laisser la panique prendre le dessus. J'ai vérifié chaque dossier, avec soin. Tous les documents importants étaient là. Les actes de propriété de la maison, les papiers d'assurance vie, mes investissements, les certificats bancaires, tout y était. Mais quelqu'un les avait vus. Quelqu'un savait exactement ce que j'avais mis de côté. J'ai fermé le tiroir, et je suis resté assis en silence, pendant plusieurs minutes. J'écoutais les bruits de la maison. Florencia qui déplaçait des casseroles dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge murale, le vent qui frappait doucement la fenêtre. Puis, j'ai entendu autre chose. Des bruits de pas. Florencia descendait le couloir, en direction de mon bureau. J'ai rapidement fait semblant de lire un de mes livres. Elle a ouvert la porte sans frapper, chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Elle m'a regardé, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. « Le dîner est presque prêt », a-t-elle dit, d'une voix qui semblait trop désinvolte, trop contrôlée. « Merci, mon amour. »« J'arrive tout de suite », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. Elle est restée sur le pas de la porte pendant quelques secondes, plus longtemps que d'habitude. Je pouvais sentir son regard sur moi, en train de m'étudier. Puis, elle est partie, en refermant la porte derrière elle. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Florencia avec attention. Nous sommes mariés, depuis 25 ans. Je pensais la connaître, mieux que quiconque au monde. Mais ce soir-là, assis en face d'elle à la table de la salle à manger, j'ai réalisé que je regardais peut-être une étrangère. Elle mangeait en silence, coupant son poulet avec des mouvements précis. De temps en temps, elle levait les yeux et me souriait, mais il y avait quelque chose de forcé, dans ce sourire. Ses yeux ne reflétaient plus
la chaleur d'autrefois. Tout va bien, m'a-t-elle soudainement demandé. Oui, tout va bien. Pourquoi demandes-tu? Tu as l'air pensif. Tu te sens mal? Non, non. Je pensais juste à des choses du passé. Tu sais comment on est, à cet âge. Elle a hoché la tête, et est retournée à son assiette, mais j'ai remarqué que ses doigts serraient la fourchette un peu trop fort. Les jours suivants ont été étranges. J'ai commencé à remarquer d'autres détails, qui m'auraient échappé auparavant. Florencia quittait la maison plus fréquemment, toujours avec de vagues excuses. Qu'elle allait au supermarché, qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin, qu'elle retrouvait des amis pour prendre un café. Mais, quand elle rentrait, elle n'avait aucun sac de courses, et ses amis, lorsqu'elle les mentionnait, portaient des noms que je n'avais jamais entendus. Un après-midi, j'ai décidé de vérifier nos relevés bancaires. Nous avons des comptes séparés, mais aussi un compte commun, que nous utilisons pour les dépenses de la maison. Je me suis connecté au système en ligne, et j'ai commencé à examiner les transactions des derniers mois. Il y avait de fréquents petits retraits, toujours en espèces, toujours au distributeur près du centre commercial. Additionnés, ils représentaient plus de 5 000 € en l'espace de 3 mois. Quand j'ai interrogé Florencia à ce sujet pendant le dîner, elle n'a même pas semblé nerveuse. C'est pour les dépenses de la maison, Gregorio. Tu sais bien à quel point tout coûte cher, dernièrement. Mais 5 000 € en 3 mois, cela semble beaucoup pour des dépenses normales. Eh bien, ce n'est pas toi qui fais les courses, tu ne sais pas combien coûtent les choses, maintenant. Elle avait raison sur un point. Ce n'est pas moi qui faisais les courses, mais je savais aussi que quelque chose clochait. Florencia n'avait jamais été dépensière. Elle faisait toujours attention, avec l'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, à fixer le plafond, en écoutant la respiration de Florencia à côté de moi. Elle dormait profondément, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Moi, en revanche, j'avais l'esprit qui tournait à toute vitesse, sans s'arrêter. Le lendemain, pendant que Florencia prenait sa douche, j'ai fouillé dans son sac à main. Je me suis senti très mal de le faire. Je n'avais jamais envahi son intimité de la sorte, mais j'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'ai trouvé des reçus de café que je ne connaissais pas, situés dans un quartier de la ville, où elle n'avait aucune raison d'aller. J'ai également trouvé une carte de visite, au nom d'un certain Gilberto Ramirez, avec le titre de conseiller immobilier imprimé sous son nom. Pourquoi Florencia avait-elle besoin de parler à un conseiller immobilier? Notre maison était entièrement payée. Nous n'avions aucun projet de déménagement. Nous n'avions pas d'autres propriétés à vendre ou à acheter. J'ai glissé la carte dans ma poche, et j'ai tout remis à sa place. Quand Florencia est sortie de la salle de bain, j'ai agi normalement. Je lui ai dit bonjour. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Nous avons parlé de la météo, et du programme de la journée. Mais, au fond de moi, je sentais grandir une graine de suspicion, qui allait bientôt se transformer en certitude. L'après-midi même, après le départ de Florencia sous prétexte d'aller au salon de beauté, j'ai pris la carte de Gilberto Ramirez, et je l'ai regardée attentivement. Le papier était épais, de bonne qualité. L'adresse imprimée indiquait un bureau dans le quartier financier de la ville. J'ai cherché son nom, sur Internet. Gilberto Ramirez apparaissait sur plusieurs sites immobiliers. Sa photographie montrait un homme d'environ 45 ans. Sourire parfait, costume impeccable. Spécialisé dans les propriétés de grande valeur, indiquait son profil professionnel. Quelles affaires ma femme peut-elle bien avoir, avec cet homme? Cette question me tourmentait. En continuant mes recherches, j'ai consulté sa page professionnelle, lu les avis des clients, cherché la moindre information, qui pourrait me donner des indices. Ensuite, j'ai décidé de faire une chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai vérifié le téléphone de Florencia. J'ai attendu la nuit, lorsqu'elle s'est endormie. Je me suis levé, prudemment. J'ai marché jusqu'au salon, où elle laissait toujours son téléphone chargé. Mes mains tremblaient, au moment de le prendre. Je connaissais son mot de passe, car je l'avais vu le taper, des centaines de fois. J'ai ouvert l'application de messagerie. Il y avait une conversation récente, avec un numéro enregistré sous les initiales GR. Je n'avais pas besoin d'être un génie, pour comprendre que ces initiales correspondaient à Gilberto Ramirez. Les messages étaient brefs, mais révélateurs.
Demain à 15 heures, disait l'un d'eux, envoyé 2 jours plus tôt, confirmant le rendez-vous. Entendu, avait répondu Florencia. Apportez les documents dont je vous ai parlé, avait ajouté Gilberto. Quels documents? Quel rendez-vous? J'ai continué à lire, le cœur battant de plus en plus fort. Il y avait des messages, de la semaine précédente. J'ai besoin que vous confirmiez les montants exacts, avait écrit Gilberto. Tout est dans les documents que j'ai examinés, avait répondu Florencia. Parfait. Les choses vont avancer plus vite, que nous ne le pensions. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai pris des photos de ces messages, avec mon propre téléphone, en m'assurant que le flash était désactivé. Ensuite, j'ai remis le téléphone de Florencia exactement à sa place, branché au chargeur. Je suis retourné au lit, et je suis resté éveillé tout le reste de la nuit, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Ma femme préparait quelque chose qui impliquait nos propriétés, nos documents, nos biens. Le lendemain matin, j'ai agi normalement. J'ai pris un petit déjeuner tranquille, lu le journal, discuté avec Florencia de choses futiles. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche me semblait faux. Je vais sortir un moment, cet après-midi, a-t-elle dit, tout en débarrassant la table. J'ai quelques courses à faire. Quel genre de courses? Rien d'important. Des choses pour la maison, tu sais. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'en fais pas, repose-toi. Je sais que tu es un peu fatigué, ces derniers temps. Fatigué? Je n'avais pas mentionné le fait d'être fatigué. Pourquoi dirait-elle cela? Quand Florencia est partie, j'ai attendu 10 minutes, pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas, pour un oubli. Ensuite, je suis allé directement dans mon bureau, et j'ai vérifié à nouveau tous mes documents importants. Les actes de la maison étaient là, mais j'ai remarqué quelque chose d'alarmant. Ils avaient été sortis, et remis en place récemment. Je pouvais voir les traces, dans la fine couche de poussière, qui s'accumule toujours sur les vieux dossiers. Quelqu'un avait étudié ces documents, avec beaucoup d'attention. J'ai également vérifié mon testament. Il était rangé dans une enveloppe scellée, mais le sceau avait été brisé, puis recollé. Un travail minutieux, mais insuffisant, pour tromper quelqu'un qui connaît ses propres affaires. Mon testament original laissait tout divisé à parts égales. La maison et les propriétés pour Florencia, les investissements et l'argent liquide partagés entre elle, et ma sœur Clara, qui vivait dans une autre ville. Mais quelqu'un avait vu ce testament. Quelqu'un savait exactement combien valait chaque chose. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Clara. J'avais besoin de parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourrait m'aider à réfléchir clairement. Gregorio, quelle surprise, a dit Clara en décrochant. Comment vas-tu? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, quelque chose qui se passe ici, à la maison. Tu vas bien? Tu as l'air inquiet. Je vais bien physiquement, mais j'ai des soupçons concernant Florencia. Je pense qu'elle prépare quelque chose. Il y a eu un long silence, à l'autre bout du fil. Puis, Clara a parlé, d'un ton sérieux que je ne lui connaissais pas. Gregorio, j'ai aussi remarqué des choses étranges. Il y a un mois, Florencia m'a appelé, pour me poser des questions sur les propriétés que j'ai à mon nom. Elle voulait connaître les valeurs, les emplacements, et savoir si j'avais l'intention de les vendre. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai pensé que c'était juste de la curiosité. Que lui as-tu dit? Rien de précis. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de vendre quoi que ce soit. Mais elle a beaucoup insisté, comme si elle essayait d'obtenir des informations détaillées. Puis, elle a brusquement changé de sujet, quand je lui ai demandé pourquoi, elle était si intéressée. Cela confirmait mes pires craintes. Florencia n'enquêtait pas seulement sur mes propriétés, mais aussi sur celles de ma famille. Clara, j'ai besoin que tu ne mentionnes rien de cette conversation, à Florencia. Si elle t'appelle, et si elle te pose encore des questions sur les propriétés ou l'argent, dis-lui simplement que rien n'a changé. Ne lui donne aucune nouvelle information. Bien sûr. Mais Gregorio, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un plan? Pas encore, mais je vais en trouver un. D'abord, j'ai besoin de rassembler plus de preuves. Je dois savoir exactement ce qu'elle trame, avant de la confronter. Après avoir raccroché avec Clara, je me suis assis à mon bureau, et j'ai commencé à dresser une liste mentale,
de tout ce que j'avais remarqué au cours des dernières semaines. Les documents déplacés, les retraits bancaires, les messages avec Gilberto Ramirez, les questions étranges à ma sœur. Tout pointait vers une conclusion terrifiante. Ma femme prévoyait de s'emparer de tout mon patrimoine. Mais comment? Quelle méthode utiliserait-elle? Et pourquoi? Maintenant, après 25 ans de mariage. Cet après-midi-là, j'ai décidé de la suivre. Quand Florencia a quitté la maison à 14h30, j'étais déjà prêt. J'ai mis une casquette et des lunettes de soleil, j'ai pris mes clés de voiture, et j'ai attendu qu'elle parte la première. Je l'ai suivie, en gardant une distance de sécurité. Elle a conduit sa berline grise, à travers les rues familières du quartier. Puis, elle a pris l'autoroute, en direction du centre-ville. Je suis resté 3 voitures derrière, en faisant attention à ne pas la perdre, mais aussi à ne pas être trop évident. 30 minutes plus tard, Florencia s'est garée devant un immeuble de bureaux, dans le quartier financier. C'était le même bâtiment, dont l'adresse figurait sur la carte de Gilberto Ramirez. Je l'ai vue entrer dans l'immeuble, portant une mallette que je ne reconnaissais pas. Elle était en cuir marron flambant neuf. Ce n'était pas l'une des nôtres. Que transportait-elle, là-dedans? Je me suis garé de l'autre côté de la rue, et j'ai attendu. 40 minutes se sont écoulées, puis 1 heure. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, quand j'ai enfin vu Florencia sortir du bâtiment. Mais, elle n'est pas sortie seule. Un homme marchait, à ses côtés. C'était Gilberto Ramirez. Aucun doute. J'ai reconnu son visage, d'après les photos sur Internet. Grand, bien habillé. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un, habitué à conclure des affaires importantes. Je les observais depuis ma voiture. Il discutait avec animation, à l'entrée du bâtiment. Florencia riait, chose qu'elle n'avait pas faite à la maison, depuis des semaines. Gilberto lui a touché le bras, d'une manière qui semblait trop familière, trop intime. Puis, il lui a tendu une chemise cartonnée. Florencia l'a prise, l'a ouverte brièvement pour en vérifier le contenu, et a hoché la tête avec satisfaction. Ils se sont dit au revoir, par une étreinte qui a duré, 1 seconde de trop pour être appropriée. Quand Florencia est retournée à sa voiture, j'avais déjà démarré la mienne. J'ai pris un itinéraire différent pour rentrer chez moi, en m'assurant d'arriver avant elle. Je me suis garé à ma place habituelle, je suis entré, et je me suis assis dans le salon avec le journal, comme si j'avais été là, toute l'après-midi. Florencia est arrivée 15 minutes plus tard. Elle est entrée avec le sourire aux lèvres, en fredonnant une chanson. « Bonjour, mon amour », a-t-elle dit joyeusement. « Comment s'est passé ton après-midi ?»« Calme », ai-je répondu, je me suis un peu reposé. « Et la tienne ?»« Très productive. J'ai réglé toutes les courses que j'avais en attente. » Elle mentait avec une telle facilité, que ça m'effrayait. Sans hésitation, sans vaciller, comme si me mentir était la chose la plus naturelle, au monde. Ce soir-là, pendant que nous dînions, je la regardais avec des yeux différents. Cette femme assise en face de moi, avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de vie, était capable de me trahir, sans montrer le moindre remords. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à attendre passivement, que Florencia mette son plan à exécution, quel qu'il soit. Je devais la prendre de vitesse. J'avais besoin de savoir exactement, quels documents elle avait, dans cette chemise que Gilberto lui avait donnée. J'ai attendu que Florencia sorte, pour faire les courses au supermarché. Elle met généralement, au moins 1 heure lors de ses sorties. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai commencé mes recherches. D'abord, j'ai vérifié son placard. J'ai déplacé des chaussures, des boîtes, des vêtements pliés, rien. Ensuite, j'ai regardé dans ses tiroirs, parmi ses sous-vêtements, ses accessoires. Je n'y ai rien trouvé non plus. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai cherché parmi les ustensiles, derrière les assiettes, dans les tiroirs où elle garde des livres de cuisine, qu'elle n'utilise jamais. Toujours rien. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des années, Florencia avait une petite cachette secrète, qu'elle utilisait pour garder de l'argent en cas d'urgence. C'était dans le sous-sol, derrière de vieilles boîtes de Noël, dans un trou dans le mur, qu'elle avait recouvert d'une planche mal fixée. Je suis descendu au sous-sol, aussi vite que j'ai pu. J'ai déplacé les boîtes, j'ai cherché la planche. Elle était là, exactement où je m'en souvenais.
Je l'ai retiré avec précaution, et j'ai plongé ma main dans le trou sombre. Mes doigts ont touché du papier. J'ai sorti une épaisse chemise cartonnée, pleine de documents. C'était la même chemise que j'avais vue la veille. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte sur une boîte, à proximité. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Le premier document était une copie des actes de notre maison, mais avec des notes manuscrites dans les marges. Valeurs estimées, date, signature nécessaire, tout était calculé avec précision. Le deuxième document était encore pire. C'était une procuration, soi-disant signée par moi, qui donnait à Florencia l'autorité totale, sur toutes mes propriétés et mes comptes bancaires. Mais je n'avais jamais signé ce document. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai photographié chaque page, en m'assurant que les images étaient claires et lisibles. Il y avait plus de 20 pages au total. Des documents financiers, des évaluations de propriété, et même un projet de contrat de vente, pour notre maison. La date de vente proposée était dans 2 mois. L'acheteur était une entreprise que je ne connaissais pas, mais le prix indiqué était de 450 000 €, soit près de 100 000 € en dessous de la valeur marchande réelle de notre propriété. Pourquoi quelqu'un vendrait-il une maison pour moins que sa valeur? Il n'y avait qu'une seule raison, pour que la vente soit rapide. Pas de questions, pas de délai. Dans un autre document, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était un certificat médical, prétendument signé par un certain docteur Cornelio Vega, déclarant que je souffrais d'un déclin cognitif sévère, et que je n'étais pas capable de prendre des décisions financières par moi-même. Ce document était complètement faux. Je n'avais jamais consulté de docteur Cornelio Vega. Ma santé mentale était parfaite. Mais avec ce faux certificat, Florencia pouvait prétendre qu'elle avait besoin de prendre le contrôle de mes finances, pour me protéger de moi-même. Tout le plan était là, documenté avec des détails effrayants. Florencia et Gilberto avaient conçu un stratagème complet, pour me dépouiller de tout ce que je possédais. Ils me déclareraient mentalement inapte, prendraient le contrôle de mes propriétés, vendraient tout à des prix réduits pour des transactions rapides, et se partageraient l'argent. Je me retrouverais avec rien. Ils me placeraient probablement dans une maison de retraite, en affirmant que je ne pouvais pas, légalement, prendre soin de moi. Avec tous ces faux documents, il me serait presque impossible de me défendre. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé, j'ai replacé la planche à sa place, et je suis remonté du sous-sol, en essayant de contrôler la rage que je ressentais. Florencia n'était pas encore revenue. Je me suis assis dans le salon, en respirant profondément, essayant de réfléchir clairement. Je ne pouvais pas la confronter, maintenant. Si elle savait que j'avais découvert son plan, elle et Gilberto changeraient simplement de stratégie. Je devais être plus intelligent qu'eux. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé un ancien collègue, de mon époque à l'entreprise de construction. Gonzalo avait été mon partenaire pendant des années, avant que nous ne prenions tous les deux notre retraite. C'était un homme digne de confiance, discret, et il connaissait de bons avocats. Gonzalo, j'ai besoin du numéro d'un avocat spécialisé dans les cas de fraude patrimoniale. Quelqu'un de bon, quelqu'un de discret. Tu as des ennuis, Gregorio? Disons juste, que je préviens de futurs problèmes. Tu connais quelqu'un? Je connais le meilleur. Il s'appelle Carlos Mendoza. Il a travaillé sur plusieurs cas similaires. Il est coriace, méticuleux, et ne se laisse pas intimider. Je te passe son numéro. J'ai noté le numéro, et j'ai raccroché juste au moment où j'ai entendu la voiture de Florencia entrer dans le garage. J'ai mis le papier dans mon portefeuille, et j'ai agi comme si de rien n'était. Florencia est entrée, en portant des sacs de course. Je l'ai aidé à ranger les provisions. Nous avons parlé de ce que nous allions faire pour le dîner. Tout était absolument normal, en apparence. Mais chaque fois que je la regardais, je voyais une étrangère, une usurpatrice, vivant dans ma maison, complotant pour me détruire. Ce soir-là, je n'ai pas pu manger grand-chose. Florencia a remarqué mon manque d'appétit. Tu te sens bien? Tu as à peine touché à ton repas. Je vais bien, juste un petit dérangement d'estomac. Rien de grave. Tu devrais aller chez le médecin, si tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas nécessaire. Ça va passer. Elle a insisté un peu plus, mais a finalement laissé tomber le sujet. Je suis allé me coucher tôt, prétextant être fatigué.
En réalité, j'avais besoin d'être seul, pour assimiler tout ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, j'ai attendu que Florencia parte pour son cours de yoga, une chose qu'elle faisait tous les jeudis. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé l'avocat, Carlos Mendoza. Cabinet d'avocat Mendoza. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gregorio Queers. Gonzalo Herrera m'a recommandé. J'ai besoin de parler à l'avocat Carlos Mendoza, pour une affaire urgente. Un instant, s'il vous plaît. J'ai attendu près de 3 minutes, avant qu'une voix masculine ferme ne réponde. Carlos Mendoza, comment puis-je vous aider, monsieur Queers? Je lui ai tout raconté. Les documents déplacés, les messages suspects, la filature de Florencia, les faux papiers que j'avais trouvés dans le sous-sol. Je lui ai envoyé les photos que j'avais prises, pendant que nous parlions. Il y a eu un long silence, après que j'ai terminé mon récit. Puis, Carlos a parlé d'un ton grave. Monsieur Queers, c'est plus grave que vous ne l'imaginez probablement. Ce que font votre femme et ce Gilberto Ramirez, constitue une fraude grave, une falsification de documents, et potentiellement, un abus financier envers une personne âgée. Ce sont des infractions pénales. Que puis-je faire? Premièrement, vous ne pouvez pas les confronter tout de suite. S'ils savent que vous avez découvert le plan, ils détruiront les preuves, et changeront de stratégie. Deuxièmement, nous devons sécuriser vos propriétés, immédiatement. Je vais rédiger des documents qui invalident toute procuration qui n'a pas été signée personnellement, devant moi. Troisièmement, nous avons besoin de plus de preuves, des communications entre votre femme et Gilberto. Comment puis-je obtenir ces preuves? Avez-vous accès au téléphone de votre femme? Je connais son mot de passe. Parfait. J'ai besoin que vous installiez une application de sauvegarde. Je vais vous envoyer des instructions précises. Cela nous permettra d'avoir des copies de tous ces messages et appels. C'est légal, car le téléphone est enregistré sur un compte familial, dont vous êtes le titulaire principal. Et ensuite? Ensuite, nous allons tendre un piège. Mais pour cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose, qui paraîtra extrême. J'ai besoin que vous simuliez un voyage d'affaires, ou une absence prolongée. 3 ou 4 jours loin de la maison. Quand votre femme pensera que vous n'êtes pas là, elle agira. Elle rencontrera Gilberto. Ils déplaceront des documents. Ils passeront des appels. Et nous documenterons absolument tout. Comment vais-je justifier un voyage d'affaires, si je suis à la retraite? Dites que c'est une réunion d'anciens collègues dans une autre ville, une conférence, la célébration de l'anniversaire de l'entreprise, n'importe quoi qui semble crédible. L'important, c'est qu'elle croit sincèrement, que vous ne serez pas là pendant plusieurs jours. L'idée m'angoissait, mais elle était logique. Si Florencia pensait avoir la maison pour elle seule, elle baisserait sa garde, agirait plus librement, et ferait des erreurs. D'accord, je le ferai. Quand commençons-nous? Aujourd'hui. Venez à mon bureau, cet après-midi. Apportez une pièce d'identité, les actes originaux de vos propriétés, et tous les documents financiers importants. Nous allons créer un bouclier juridique complet. Et monsieur Queers, à partir de maintenant, ne prenez aucun médicament. Et ne buvez rien que votre femme prépare pour vous, à moins de la voir le faire depuis le début. Ces derniers mots m'ont terrifié. Carlos sous-entendait que Florencia pourrait essayer de me droguer, ou de m'empoisonner. L'après-midi même, je me suis rendu au bureau de Carlos Mendoza. Le cabinet se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, au 14e étage, avec des fenêtres dominant toute la ville. La réceptionniste m'a immédiatement conduit, à son bureau privé. Carlos était un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant. Il m'a serré la main fermement, et m'a invité à m'asseoir, devant son bureau en bois sombre. Monsieur Queers, j'ai examiné les photos que vous m'avez envoyées. C'est suffisant pour engager une action en justice immédiate, mais nous devons être stratégiques. Si nous agissons trop vite, ils peuvent prétendre que les documents sont légitimes, et que vous êtes simplement confus. Confus? Je suis parfaitement lucide. Je sais, mais ils ont un faux certificat médical, qui dit le contraire. Un juge qui ne vous connaît pas, pourrait avoir des doutes. C'est pourquoi nous avons besoin de preuves irréfutables, que votre femme a agi avec préméditation, et tromperie. Carlos a ouvert un dossier,
et en a sorti plusieurs documents. Voici une déclaration sur l'honneur, de compétences mentales. Vous la signerez devant moi, car je suis un notaire certifié. Nous allons également procéder à une évaluation neuropsychologique complète, avec un spécialiste en qui j'ai confiance, ce qui détruira tout argument d'incapacité mentale. J'ai signé les documents, pendant que Carlos continuait d'expliquer le plan. Deuxièmement, nous allons créer une fiducie irrévocable. Toutes vos propriétés seront protégées, au sein de cette fiducie. Personne ne pourra les vendre, les transférer ou les hypothéquer, sans votre consentement explicite, devant 3 témoins certifiés. Nous faisons cela aujourd'hui. Combien de temps cela prend-il? Avec les contacts que j'ai, nous pouvons l'enregistrer dans le système, en 24 heures. D'ici demain après-midi, vos propriétés seront totalement protégées. Toute tentative de vente sera automatiquement annulée. Et Florencia la prendra-t-elle? Pas dans l'immédiat. L'enregistrement est public, mais elle devrait le chercher spécifiquement. Et d'après ce que vous m'avez dit, elle pense avoir encore des semaines, avant d'exécuter son plan. Elle ne vérifiera pas les registres de propriété, tous les jours. Je me suis senti un peu plus calme. Au moins, mes propriétés seraient protégées. Maintenant vient la partie difficile, a poursuivi Carlos, le faux voyage. J'ai besoin que vous l'annonciez ce soir. Dites à votre femme que demain, ou après-demain, vous devez voyager dans une autre ville, pour 3 ou 4 jours. Faites en sorte que cela paraisse urgent. Mais pas suspect. Et où serais-je réellement? Dans un hôtel, ici même en ville, sous un faux nom. Mais pendant la journée, vous surveillerez votre maison. J'ai un détective privé, qui vous aidera. Il vous fournira du matériel d'enregistrement, et un véhicule discret, pour la surveillance. Ne serait-il pas plus simple, que le détective fasse tout? Non. Vous devez être présent. D'abord, parce que c'est votre témoignage en tant que propriétaire, qui a un poids juridique. Ensuite, parce que vous connaissez les habitudes de votre femme, et vous saurez quand quelque chose sort de l'ordinaire. Et troisièmement, parce que j'ai besoin que vous voyiez de vos propres yeux, de quoi elle est capable. Si cette affaire va jusqu'au procès, votre témoignage direct sera dévastateur pour sa défense. C'était logique, même si l'idée d'espionner ma propre maison était surréaliste. Il y a autre chose, a ajouté Carlos, son ton devenant plus sérieux. Pendant ces jours de surveillance, il est très probable que vous découvriez des choses que vous ne voulez pas voir, des choses qui vous blesseront. Êtes-vous préparé à cela? Quel genre de choses? Je ne sais pas avec certitude, mais dans des cas comme celui-ci, la trahison financière vient rarement seule. Il peut y avoir plus de secrets, plus de mensonges. J'ai besoin de savoir que vous serez capable de garder votre sang-froid, peu importe ce que vous découvrirez. J'ai hoché la tête lentement. J'étais allé trop loin. Je ne pouvais plus reculer. Je suis prêt. Bien. Ce soir, lorsque vous installerez l'application de sauvegarde sur le téléphone de votre femme, j'aurai également besoin que vous preniez des photos de tout nouveau document que vous trouverez. Vérifiez cette cachette dans le sous-sol, une dernière fois avant de partir. Il est possible. Kelly est ajouté des papiers. J'ai quitté le bureau de Carlos, avec un mélange de détermination et de terreur. Dans 24 heures, ma vie prendrait un tournant radical. Je ne serai plus la victime passive d'une tentative de fraude. Je serai le chasseur. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai lâché le mensonge que j'avais préparé. Florencia, Gonzalo m'a appelé cet après-midi. Ils organisent une réunion d'anciens collègues de l'entreprise, dans la ville de Monterrey. C'est un événement spécial, pour l'anniversaire de la fondation. Florencia a levé les yeux de son assiette, l'air intéressé. C'est quand? Après-demain. Ça dure 3 jours complets. Hébergement à l'hôtel, repas inclus. Gonzalo a insisté pour que j'y aille. Il dit que plusieurs de nos anciens associés y seront. 3 jours, c'est long. Je sais, mais cela fait des années que je n'ai pas vu ces personnes, et l'entreprise nous a offert tellement d'opportunités, à l'époque. Ce serait impoli de ne pas y assister. Je pouvais voir comment les yeux de Florencia s'étaient illuminés. Elle essayait de cacher son excitation, mais je la connaissais. L'idée de m'avoir hors de la maison pendant 3 jours entiers, lui semblait parfaite. Bien sûr que tu devrais y aller, a-t-elle dit avec un sourire,
qui se voulait sincère. Ça te fera du bien de te changer un peu les idées, de revoir tes vieux amis. Tu seras bien, tout seul? Je serai parfaitement bien. Ne t'inquiète pas pour moi. D'ailleurs, j'en profiterai pour régler certaines choses que j'ai en attente. J'étais sûr qu'elle avait, en effet, des choses en attente, comme rencontrer Gilberto, déplacer des documents, et préparer la prochaine phase de son plan. Alors c'est réglé. Je partirai après-demain, tôt le matin. Le vol est à 7 heures. Tu as besoin que je t'accompagne à l'aéroport? Non, ne t'en fais pas. Je laisserai la voiture, sur le parking de l'aéroport. Cette nuit-là, j'ai attendu que Florencia s'endorme. J'ai pris son téléphone avec une extrême prudence, et je suis allé dans la salle de bain. En suivant les instructions que Carlos m'avait envoyées, j'ai installé l'application de sauvegarde. Cela a pris moins de 5 minutes. Ensuite, j'ai effacé l'historique des téléchargements, et j'ai remis le téléphone à sa place. Le lendemain, j'ai agi comme si je préparais réellement un voyage. J'ai sorti ma valise, j'y ai mis des vêtements, et mes affaires de toilette. Florencia m'observait depuis la porte de la chambre. Tu prends assez de chemises? Oui, je pense. N'oublie pas tes médicaments pour la tension. Je ne prenais aucun médicament pour la tension. Ma tension artérielle était parfaite. Pourquoi disait-elle cela? Je ne prends pas de médicaments pour la tension, Florencia. Oh, c'est vrai. Désolé, je me suis embrouillé. S'était-elle embrouillée, ou préparait-elle une excuse, pour un plan futur? Chaque mot qui sortait de sa bouche, me semblait désormais suspect. L'après-midi, alors que Florencia était occupée dans la cuisine, je suis descendu au sous-sol, une dernière fois. J'ai vérifié la cachette derrière les boîtes de Noël. Le dossier cartonné s'était épaissi. Il contenait maintenant de nouveaux documents. Il y avait un contrat de vente préliminaire, daté dans 6 semaines. Il y avait aussi un document provenant d'une maison de retraite, appelée Sunset Gardens, avec une demande d'admission à mon nom. Les services inclus coûtaient 3 000 € par mois. Puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. C'était un document d'assurance vie à mon nom, avec Florencia comme unique bénéficiaire. La police était de 500 000 €, mais je n'avais jamais souscrit cette assurance. J'ai rapidement tout photographié, et remis les documents à leur place. Mes mains tremblaient de rage. Ils ne voulaient pas seulement voler mes propriétés, ils avaient prévu de me placer dans une maison de retraite, contre ma volonté. Et cette fausse assurance vie suggérait quelque chose d'encore plus sinistre. Je suis remonté du sous-sol, en essayant de contrôler mes émotions. Florencia était dans le salon en train de regarder la télévision, complètement calme, comme si elle ne prévoyait pas de détruire la vie de son mari. Le lendemain matin, je me suis levé à 5h30, j'ai pris une douche, je me suis habillé, et j'ai chargé ma valise dans la voiture. Florencia s'est réveillée pour me dire au revoir. Fais un bon voyage, a-t-elle dit, en me donnant un baiser sur la joue, qui m'a paru glacé. Merci. Je t'appellerai quand je serai arrivé. Prends soin de toi. J'ai quitté la maison, et j'ai conduit jusqu'au bout de la rue. Mais je n'ai pas pris la route de l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai fait demi-tour sur une autre avenue, et je me suis garé 3 rues plus loin, à un endroit d'où je pouvais voir ma maison, mais où ma voiture n'était pas visible. Le détective privé que Carlos avait engagé, est arrivé 10 minutes plus tard. C'était un homme mince d'environ 35 ans, avec du matériel professionnel dans un sac à dos. Monsieur Queers, je suis Javier. Je serai votre soutien, pendant ces quelques jours. Je vous ai apporté de petites caméras, des enregistreurs audio, et des jumelles à longue portée. J'ai aussi un autre véhicule, garé dans la rue suivante. Une voiture grise ordinaire. Qui n'attire pas l'attention. Nous l'utiliserons pour la surveillance. J'ai changé de voiture, et nous nous sommes positionnés à un endroit, avec une vue directe sur ma maison. Javier a installé une caméra avec zoom, sur le tableau de bord. Maintenant, on attend, a dit Javier. L'expérience me dit qu'elle n'agira pas immédiatement. Elle va attendre quelques heures, pour s'assurer que vous êtes vraiment parti. Il avait raison. Pendant les 2 premières heures, rien ne s'est passé. Puis, vers 10 heures du matin, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Une femme marchait sur le trottoir, en direction de l'endroit où nous étions garés. J'ai immédiatement reconnu Carmen,
ma voisine de la maison d'à côté. Elle avait 72 ans. Elle vivait seule depuis la mort de son mari, il y a 5 ans, et avait toujours été gentille avec moi. Carmen a marché directement vers notre voiture. Mon cœur s'est accéléré. Elle nous avait découverts. Elle allait ruiner tout le plan. Javier m'a regardé avec inquiétude, mais je lui ai fait signe que tout allait bien. J'ai baissé la vitre, pendant que Carmen s'approchait. Gregorio, a-t-elle chuchoté, en se penchant vers la fenêtre. Je savais que c'était toi. Je reconnaîtrais ta posture n'importe où, même si tu es dans une autre voiture. Carmen, je peux t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Je sais ce qui se passe, dans ta maison. J'ai observé. Ces mots m'ont laissé sans voix. Que as-tu vu? Ces dernières semaines, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu. Cet homme élégant, qui vient lui rendre visite quand tu n'es pas là. Les conversations qu'ils ont dans votre jardin, en pensant que personne ne les voit. Les documents qu'ils examinent ensemble. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire. Je ne voulais pas m'immiscer, dans des problèmes conjugaux. Mais quand j'ai vu ta voiture partir ce matin, et qu'ensuite je t'ai vu te garer ici, j'ai compris que tu avais des soupçons toi aussi, et j'ai décidé que je devais te dire ce que je savais. Javier s'est brièvement présenté, et a expliqué que nous documentions des activités suspectes, pour une affaire judiciaire. Carmen a hoché la tête, avec gravité. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose qui va se passer, cette nuit. Qu'est-ce que c'est? Hier soir vers 23 heures, je suis sorti pour arroser les plantes de mon jardin de devant. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu Florencia parler au téléphone, sur son patio. Elle parlait à voix basse, mais le vent a porté sa voix, jusqu'à moi. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle avait enfin la maison libre pour 3 jours, qu'il pouvait avancer le plan. Et puis, elle a dit quelque chose, qui m'a glacé le sang. Elle a dit, d'ici le petit matin du 2e jour, tout sera prêt. Apporte les papiers finaux. Et le notaire. Nous ferons la signature à 1h du matin. À cette heure-là, il n'y a pas de témoins, pas de voisins qui observent. Une signature à 1h du matin, dans ma propre maison, alors que j'étais censé être à des centaines de kilomètres. Carmen, serais-tu prête à témoigner de cela, si nécessaire? Bien sûr. Ta femme Martha, paix à son âme, était ma meilleure amie, avant que tu n'épouses Florencia. Elle n'aurait jamais voulu, que quiconque te fasse du mal. Il est de mon devoir, de te protéger. Martha avait été ma première femme, décédée il y a 30 ans dans un accident de voiture. Florencia était entrée dans ma vie 5 ans plus tard. Je n'aurais jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Merci, Carmen. Tu ne sais pas, à quel point cela compte pour moi. Je te demande juste une chose, Gregorio. Ne la laisse pas te voir, avant d'être prêt. Et attends jusqu'au petit matin du 2e jour, jusqu'à 1h du matin. C'est à ce moment-là, qu'elle montrera son vrai visage. C'est à ce moment-là, que tu comprendras tout. Carmen m'a dit au revoir discrètement, et est retournée vers sa maison, marchant lentement comme n'importe quelle autre voisine, en promenade matinale. Javier m'a regardé avec un respect renouvelé. Avoir un témoin comme elle, c'est de l'or en barre. Une voisine de longue date, sans intérêt personnel dans l'affaire, avec des observations directes. Son témoignage sera impossible à discréditer. Pensez-vous que nous devrions attendre, jusqu'au petit matin? Comme l'a dit Carmen? Absolument. S'il compte faire une signature frauduleuse à cette heure-là, nous devons tout enregistrer. C'est une preuve directe, de conspiration et de fraude en cours. C'est la différence entre un dossier solide, et un dossier irréfutable. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, en apparence. Florencia a quitté la maison vers 13 heures. Javier l'a suivi en voiture, pendant que j'attendais. Il avait installé des caméras, qui transmettaient la vidéo en temps réel sur mon téléphone. Je l'ai vue arriver au même immeuble de bureau, où elle avait rencontré Gilberto auparavant. Cette fois, la réunion a duré près de 2 heures. Quand elle est sortie, elle portait un autre dossier, plus épais que le précédent. L'après-midi, j'ai reçu un message texte de Florencia. Salut, mon amour. Comment ça se passe là-bas? Tu es bien arrivé. J'ai répondu, comme si j'étais vraiment à Monterrey. Tout va bien.
L'hôtel est confortable. La réunion commence tôt, demain. C'est bien. Prends soin de toi. Tu me manques. Des mensonges sur des mensonges. Chaque message était un coup de poignard dans le dos. Cette nuit-là, Florencia n'a pas quitté la maison. Javier a installé des microphones directionnels à longue portée, pointés vers les fenêtres de ma maison. Nous pourrions entendre les conversations, si elle parlait au téléphone près des fenêtres. À 21h30, nous l'avons entendu parler. Javier a ajusté l'équipement, pour enregistrer clairement. Oui, tout est parfait, disait Florencia. Il est à Monterrey. Il ne revient pas, avant après-demain. Nous avons tout le temps. Pause. Quelqu'un parlait à l'autre bout. Non, il ne se doute de rien. Il est totalement confiant. Il m'a même demandé si je serais bien, toute seule. C'est pathétique. Une autre pause, plus longue. Les documents sont prêts. La notaire a confirmé pour demain, à 1h du matin. Elle vient avec Gilberto. Nous allons tout faire ici à la maison, dans le bureau de Gregorio. C'est parfait, c'est même symbolique. Mon bureau. Ils allaient signer des documents frauduleux dans mon propre bureau, l'endroit où je gardais tous mes souvenirs, mes décennies de travail. Et le certificat médical fonctionne, a poursuivi Florencia. Le juge l'acceptera sans poser de questions. Silence, pendant qu'elle écoutait la réponse. Excellent. Cornelio a fait du bon travail, en imitant la signature du vrai médecin. Personne ne se doutera de rien, et une fois que nous aurons enregistré la procuration, Gregorio ne pourra plus rien faire. Au moment où il s'en rendra compte, tout sera vendu, et l'argent sera transféré. Javier et moi, nous nous sommes regardés. Elle venait de tout avouer, en un seul appel téléphonique. Conspiration, falsification de documents médicaux, fraude préméditée, tout était clairement enregistré. Parfait. Combien allons-nous obtenir, au total, a demandé Florencia. Pause. 700 000, je pensais que ce serait plus. Longue pause. Bon, c'est suffisant. Et avec l'assurance vie, on dépassera le million. Il faut juste être patient, pour cette partie-là. L'assurance vie. Encore une fois, il mentionnait la fausse assurance vie. Que signifiait d'être patient, pour cette partie-là? Je n'aime pas parler de ça au téléphone, a dit Florencia d'un ton plus bas. Nous en avons déjà discuté. Les accidents arrivent, surtout chez les hommes âgés, qui vivent seuls. Mon sang s'est glacé. Il prévoyait de me tuer, de faire passer ça pour un accident, après m'avoir placé dans une maison de retraite. Javier m'a serré l'épaule. Son visage montrait le même mélange d'horreur et de rage, que je ressentais. Nous en avons assez, a-t-il chuchoté. Avec cet enregistrement, nous pouvons agir dès maintenant. Non, ai-je répondu, d'une voix tremblante mais ferme. Carmen a dit d'attendre le petit matin, d'attendre 1 heure. Je veux voir toute la scène. Je veux qu'il n'y ait aucun doute, sur ce qu'ils sont en train de faire. Le lendemain a été le jour le plus long, de ma vie. J'ai passé la matinée dans un hôtel, où Javier m'avait réservé une chambre. J'ai mangé sans appétit. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Les mots de Florencia résonnaient dans mon esprit. Les accidents arrivent. L'après-midi, je suis retourné au point de surveillance. Florencia était de nouveau sortie, cette fois dans un café, où elle a rencontré une femme que je ne connaissais pas. Javier a pris des photos. Ensuite, nous avons vérifié son identité, en utilisant la reconnaissance faciale sur des bases de données publiques. Il s'agissait d'Alisa Cordero, une notaire publique, ayant un bureau en centre-ville. D'après les dossiers que Javier a trouvés, Alisa avait été sanctionnée à 2 reprises dans le passé, pour des irrégularités dans des certifications. Elle n'avait pas perdu sa licence, mais elle avait un passif douteux. C'est la notaire qui vient, ce soir, a dit Javier. Elle va certifier des documents frauduleux à 1h du matin, dans un domicile privé. Rien que cela suffit, pour qu'elle perde définitivement sa licence. La nuit est tombée lentement. Florencia est rentrée chez elle, vers 19h. Elle s'est préparée un dîner léger. Je l'observais à travers la fenêtre de la cuisine, mangeant calmement, regardant son téléphone, complètement détendue. À 22h, elle a commencé à préparer la maison. Elle a allumé les lumières du bureau, arrangé des papiers sur mon bureau, placé des chaises supplémentaires, fait du café.
Tout était prêt, pour la réunion frauduleuse. À minuit 40, une voiture noire s'est garée devant ma maison. 2 personnes en sont sorties. Gilberto Ramirez, dans son costume impeccable et avec sa mallette en cuir, et une femme d'une 50aine d'années, que j'ai reconnue sur les photos, comme étant Alisa Cordro, la notaire corrompue. Javier avait déjà braqué toutes les caméras, sur l'entrée de ma maison. Nous enregistrions sous 3 angles différents. Nous avions également des microphones directionnels, capturant un son de haute qualité. Florencia a ouvert la porte, avant même qu'il ne frappe. Elle les a accueillis, avec des étreintes trop familières. Tous les 3 sont entrés chez moi, comme s'ils en étaient les propriétaires. On y va, maintenant, ai-je dit, en me préparant à sortir de la voiture. Pas encore, m'a arrêté Javier. Laissez-les s'installer. Laissez-les sortir les documents. Commencez le processus. Quand ils seront en train de signer, quand ils ne pourront plus nier leurs intentions, alors nous entrerons. Il avait raison. Mais chaque seconde qui passait, était une torture. Voir ces 3 criminels à l'intérieur de ma maison, profanant mon espace, complotant pour me voler tout ce que j'avais, était presque insupportable. À travers les fenêtres du bureau, je les ai vus s'asseoir autour de mon bureau. Gilberto a ouvert sa mallette, et a commencé à sortir des documents, des piles de papier qu'il a disposées de manière organisée. Florencia a apporté le café, et l'a servi, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires normale. Alisa Cordro a sorti son sceau officiel de notaire, et l'a placé sur le bureau, à côté d'un registre. Elle s'apprêtait à certifier des documents frauduleux, avec son autorité officielle. Regardez ça, a chuchoté Javier, en ajustant le zoom de la caméra. Elle utilise son vrai sceau. Cela signifie que les documents auront une certification officielle. Si nous n'étions pas là, ces papiers seraient juridiquement valables. Votre femme aurait gagné. Mais elle n'allait pas gagner. Parce que j'étais là, parce que j'avais découvert son plan, parce que j'étais sur le point de détruire toute sa machination. Gilberto a commencé à expliquer quelque chose, en pointant les documents du doigt. Je l'ai vu placer plusieurs feuilles devant la chaise, où je m'assois normalement. Des papiers qui nécessitaient ma signature, mais qui allaient être signés frauduleusement. Florencia a pris l'un des documents, et l'a étudié. Même de loin, je pouvais voir son sourire. Elle appréciait ce moment. Elle savourait sa victoire. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Gilberto a passé un stylo à Florencia, un stylo particulier, que j'ai immédiatement reconnu. C'était mon stylo Montblanc, un cadeau que mon père m'avait offert, lors de l'obtention de mon diplôme universitaire. Ce stylo avait signé tous les documents importants de ma vie. Et maintenant, Florencia allait l'utiliser pour falsifier ma signature, et tout me voler. Elle s'est entraînée à faire ma signature, sur une feuille de papier séparée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Gilberto regardait, et faisait des commentaires. Florencia a ajusté sa technique. Elle s'y était déjà entraînée. C'était évident. Elle connaissait chaque trait, chaque courbe de ma signature. Il est 1h05, a dit Javier, en regardant sa montre. C'est l'heure dont Carmen a parlé. C'est le moment. J'ai appelé Carlos Mendoza, qui attendait mon signal. Carlos, ils sont en train de signer, en ce moment même. Nous avons tout enregistré. Parfait. J'ai 2 voitures de police, qui attendent à 2 rues de là. Je vais leur faire signe. Ils seront là, dans 3 minutes. Vous, entrez dans 2 minutes. Je veux que vous les surpreniez, en plein délit. Entendu, Gregorio. Une dernière chose. Quand vous entrerez, ne criez pas. Ne les menacez pas. Ne les touchez pas, restez calme. Laissez-les s'incriminer, avec leurs propres mots. D'accord. Javier et moi, nous sommes sortis de la voiture. Nous avons marché vers ma maison, d'un pas déterminé mais silencieux. J'entendais mon propre cœur battre, dans mes oreilles. Chaque pas me rapprochait, du moment de vérité. Nous avons atteint la porte d'entrée. J'ai sorti mes clés, avec des mains tremblantes. Je les ai glissées dans la serrure, le plus silencieusement possible. J'ai tourné la clé. Le loquet s'est ouvert, avec un léger clic. J'ai poussé la porte lentement, remerciant Dieu en silence, qu'elle n'ait jamais eu ce grincement agaçant, qu'ont certaines portes. Les pas jusqu'au bureau, ont été les plus longs de ma vie.
J'ai traversé mon propre salon, mon propre couloir, avec l'impression d'entrer en territoire ennemi. Je pouvais entendre leur voix, depuis le bureau. Signé ici, ici, et ici, disait Gilberto. Alisa certifiera chaque page. Et nous sommes sûrs que cela ne peut pas remonter jusqu'à nous, a demandé Florencia. Complètement sûr. L'acheteur est une société écran, enregistrée aux îles Caïmans. Le temps que quelqu'un essaie d'enquêter, l'argent sera déjà passé par 5 comptes différents, dans 3 pays. Impossible à tracer. Et le certificat médical résistera-t-il à un contrôle? Il résistera à tout contrôle superficiel. Et au moment où quelqu'un fera un contrôle approfondi, cela n'aura plus d'importance. Les documents seront enregistrés, l'argent transféré, et Gregorio sera à la maison de retraite, sans accès à une représentation légale. J'ai atteint l'embrasure de la porte du bureau. Javier était derrière moi, enregistrant tout avec une petite caméra. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai poussé la porte. Les 3 se sont figés. Florencia a fait tomber le stylo. Gilberto s'est levé si vite, que sa chaise a basculé en arrière. Alisa Cordro a attrapé son seau de notaire, comme pour le cacher. « Bonsoir », ai-je dit, avec un calme que je ne ressentais absolument pas, je vois que vous avez une réunion intéressante, dans mon bureau. Le silence qui a suivi, a été absolu. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. C'était comme si le temps lui-même, s'était arrêté. Florencia a été la première à réagir. Son visage est passé par une séquence d'émotions, en quelques secondes. Le choc, la panique, et quelque chose qui ressemblait à de la rage pure. « Gregorio, que fais-tu ici ? Tu étais censé être à Monterrey. » Changement de plan. La réunion a été annulée. J'ai décidé de rentrer plus tôt. C'était des mensonges, après des mensonges, mais elle n'avait aucun droit moral de souligner mes mensonges, alors que toute sa vie avec moi, avait été une imposture. Gilberto a essayé de retrouver son calme professionnel. Il a rapidement fermé sa mallette, essayant de cacher les documents. « Monsieur Queers, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, parce qu'il me semble que vous êtes en train de falsifier ma signature sur des documents légaux, à 1h du matin, dans ma propre maison. Nous aidions Florencia, avec quelques papiers. Rien d'illégal. Quelques papiers, à 1h du matin, avec une notaire qui a été sanctionnée 2 fois pour fraude. » Alisa Cordro a pâli. « Comment savez-vous cela ? » Je sais beaucoup de choses. Je sais, par exemple, que le document que vous êtes sur le point de signer, est une fausse procuration. Je sais que vous avez un certificat médical frauduleux. Me déclarant mentalement inapte. Je sais que vous prévoyez de vendre ma maison pour moins que sa valeur réelle, à une société écran. Je sais, absolument tout. Florencia a finalement retrouvé sa voix. Et ce qui en est sorti, n'était pas des remords, mais du venin pur. Tu nous as espionnés. Tu es un vieil homme paranoïaque et malade. Non, Florencia. Je suis un vieil homme qui a découvert à temps, que sa femme est une voleuse, et une traîtresse. Elle s'est levée de sa chaise, furieuse. Voleuse. Tout ce que tu as, nous l'avons construit ensemble pendant 25 ans. Mensonge. J'ai acheté cette maison 10 ans avant de te rencontrer. Les investissements sont un héritage de ma famille. Le seul argent que tu as apporté, provenait de ton emploi à temps partiel, que tu as quitté il y a 15 ans. Tu n'as aucun droit, sur tout cela. Gilberto a tenté d'intervenir. Monsieur Queers, je pense que vous interprétez mal la situation. Si vous nous permettez de vous expliquer. Vous n'allez rien expliquer du tout. La police sera là d'une minute à l'autre. Ce sont eux, qui vous demanderont des explications. Comme si je les avais appelés par mes mots, nous avons entendu des sirènes au loin, qui s'approchaient rapidement. La panique sur leur visage, a été instantanée. Alisa Cordro a commencé à fourrer ses affaires dans son sac, avec des mains tremblantes. Gilberto a regardé autour de lui, cherchant une sortie. Florencia est restée plantée là, son visage étant un masque de haine et de défaite. Ils ne peuvent pas nous arrêter, a dit Gilberto, essayant de paraître confiant. Nous n'avons encore rien fait. Il n'y a pas de crime. Javier a fait un pas en avant, montrant la caméra qui avait tout enregistré. Conspiration en vue de commettre une fraude, falsification de documents, tentative d'appropriation illégale de biens,
utilisation frauduleuse de la certification notariale. Nous avons tout sur bande. Chaque mot, chaque document, chaque fausse signature que vous avez pratiquée. Les sirènes se sont arrêtées devant ma maison. Nous avons entendu les portières des voitures de patrouille s'ouvrir, des bruits de pas courir vers l'entrée. Florencia m'a regardé, avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la haine pure. Un ressentiment absolu, d'avoir ruiné son plan parfait. Tu aurais dû faire ce voyage, a-t-elle sifflé entre ses dents. Tu aurais dû me faire confiance. Je t'ai fait confiance pendant 25 ans, et tu m'as trahi de la pire des manières possibles. 2 policiers sont entrés dans le bureau, suivis de Carlos Mendoza, qui portait d'autres documents dans ses mains. Officier, a dit Carlos d'une voix claire et professionnelle. Ces 3 individus commettent une fraude documentaire, et une conspiration. Nous avons des preuves enregistrées de leurs aveux, et de leurs actes. Je demande qu'ils soient arrêtés immédiatement. L'un des agents s'est approché de Gilberto. Monsieur, je vous demande de mettre vos mains derrière le dos. C'est une erreur, a protesté Gilberto. Je suis un professionnel respecté. J'ai des droits. Et vous pourrez les exercer au poste. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. L'agent a placé les menottes sur les poignets de Gilberto, tout en lui lisant ses droits. Le deuxième agent s'est approché d'Alisa Cordro, qui tremblait visiblement. S'il vous plaît, je suis juste venu faire mon travail, a supplié Alisa. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose d'illégal. Carlos a sorti son téléphone, et a diffusé un enregistrement. C'était la voix d'Alisa, datant d'il y a à peine 20 minutes. Et sommes-nous sûrs que le certificat médical ne sera pas remis en question? Parce que si quelqu'un vérifie avec un vrai médecin, nous allons avoir des problèmes. Le visage d'Alisa s'est décomposé. Je peux expliquer. Vous l'expliquerez au juge, a dit l'agent en la menottant. Vous avez le droit de garder le silence. Restait Florencia. Elle se tenait à côté de mon bureau, me regardant avec un mélange de haine, et de ce qui aurait pu être de la peur. L'agent s'est approché d'elle, lentement. Madame Queers, j'ai aussi besoin que vous mettiez vos mains derrière le dos. Non, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne vous laisserai pas m'arrêter, dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, suis-je intervenu. Cette maison est exclusivement à mon nom. Elle l'a toujours été. Tu n'as vécu ici, que parce que je l'ai permis. Je suis ta femme. J'ai des droits conjugaux. Les droits conjugaux n'incluent pas de voler, de falsifier des documents, ou de planifier la mort de son mari. Florencia est devenue toute pâle. Je n'ai jamais rien dit, sur le fait de te tuer. Javier a sorti son téléphone, et a joué un autre enregistrement. La voix de Florencia a résonné dans le bureau, les accidents arrivent, surtout chez les hommes âgés, qui vivent seuls. Ça ne veut rien dire, a-t-elle protesté désespérément. Je parlais en général. En général, ai-je dit, en m'approchant d'elle. Et la fausse police d'assurance vie à mon nom, pour 500 000 euros? C'était aussi quelque chose de général? L'agent qui était avec Gilberto, a levé les yeux. Fausse assurance vie? C'est de la fraude à l'assurance. C'est un crime fédéral. Carlos a hoché la tête. Nous avons une copie du document. Il est dans le sous-sol, caché derrière de vieilles boîtes. Officier, vous devrez également fouiller cette zone. Florencia a finalement semblé réaliser qu'il n'y avait aucune issue. Ses épaules se sont affaissées. Quand l'agent lui a mis les menottes, elle n'a pas résisté. Elle s'est juste mise à pleurer. Mais ce n'était pas des larmes de remords. C'était des larmes de rage, et de frustration d'avoir été prise. Gregorio, s'il te plaît, a-t-elle dit d'une voix brisée. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver un accord. Ça ne doit pas finir comme ça. Ça s'est terminé comme ça, au moment où tu as décidé de me trahir. Au moment où tu as posé tes mains sur mes documents privés, au moment où tu as prévu de voler tout ce pourquoi j'ai travaillé, toute ma vie. Je t'ai aimé. Je t'ai vraiment aimé, au début. Si c'est ta façon d'aimer, je préfère ta haine. Les agents ont commencé à faire sortir les 3 individus arrêtés, du bureau. Gilberto marchait la tête baissée, vaincu. Alisa Cordro tremblait et pleurait encore. Florencia m'a lancé un dernier regard de pur ressentiment, avant d'être dirigée vers la porte.
Quand ils ont enfin quitté ma maison, j'ai eu l'impression qu'un poids gigantesque avait été enlevé de mes épaules. Mais j'ai aussi ressenti un vide profond. 25 ans de mariage se terminaient ainsi, avec des menottes et des accusations criminelles. Carlos a posé une main sur mon épaule. « Vous avez bien agi, Gregorio. Je sais que ça n'a pas été facile. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, le processus judiciaire commence. Ils seront interrogés ce soir. Demain, il y aura une audience pour la libération sous caution. Avec les preuves que nous avons, il est très probable que la caution leur soit refusée, en particulier pour Gilberto et Florencia. Et pour les multiples chefs d'accusation ? Conspiration en vue de commettre une fraude, falsification de documents officiels, tentative d'appropriation illégale de biens, falsification de certificats médicaux, fraude à l'assurance. Gilberto fait également face à des accusations pour exercice frauduleux de sa profession. Alisa perdra définitivement sa licence de notaire, et fera face à des accusations pénales. Et pour Florencia, elle fait face aux accusations les plus graves, car il y a aussi la possible conspiration, en vue de causer des dommages physiques. Combien de temps pourrait-il écoper ? Avec toutes les charges combinées, Florencia pourrait faire face à entre 10 et 15 ans de prison. Gilberto, une peine similaire. Alisa, probablement moins. Entre 5 et 8 ans, si elle coopère avec l'accusation. 15 ans. Florencia aurait 80 ans à sa sortie de prison. Si elle sortait un jour. Je me suis assis sur la chaise de mon bureau. La même chaise où j'avais travaillé pendant des décennies, où j'avais bâti ma carrière, où j'avais gardé tous mes rêves et souvenirs, et où, quelques minutes plus tôt, 3 criminels avaient tenté de tout me voler. Javier a commencé à examiner les documents que Gilberto avait laissés sur le bureau. Il les a photographiés méthodiquement, un par un. C'est incroyable, a-t-il murmuré. Ils avaient tout planifié, avec des détails microscopiques. Compte offshore, transferts multiples, faux documents de sauvegarde. Ils n'ont pas planifié ça en quelques semaines. Cela a pris des mois, peut-être plus d'1 an. 1 an. Florencia avait prévu de me détruire, depuis plus d'1 an. Pendant que je lui faisais confiance, pendant que nous partagions le même lit, pendant que je lui disais que je l'aimais. Il y a autre chose ici, a dit Javier, en brandissant un document. C'est un contrat d'achat, pour une propriété à Cancún, au nom de Florencia Queers. Cancún ? Oui, un appartement en bord de mer. Prix d'achat, 350 000 €. Date de clôture, dans 2 mois. Ils allaient utiliser votre argent, pour acheter leur maison de retraite sur la plage. L'audace était stupéfiante. Ils ne voulaient pas seulement me voler, ils dépensaient déjà l'argent, pour leur fantasme d'une vie luxueuse. Carlos a examiné d'autres papiers. Voici des relevés bancaires, d'un compte que je ne reconnais pas. Connaissez-vous l'International Bank of the Caribbean ? Je n'ai jamais eu de compte là-bas. Eh bien, d'après ces documents, vous avez un compte avec 80 000 € de déposés. Mais regardez les dates de dépôt. Elles correspondent exactement au retrait, que vous avez remarqué sur votre compte commun. 80 000 €. Bien plus que ce que j'avais calculé. Florencia me volait depuis plus longtemps, que je ne le pensais. Ce compte sera également gelé, a dit Carlos. Tout cet argent vous sera restitué, dans le cadre du dédommagement. Nous avons passé les 3 heures suivantes, à examiner chaque document, chaque papier, chaque note que Gilberto et Florencia avaient apporté. Javier a tout photographié. Carlos a tout catalogué. Nous étions en train de monter un dossier, qu'il serait absolument impossible de défendre. Vers 4h30 du matin, j'ai entendu frapper doucement, à ma porte d'entrée. C'était Carmen, ma voisine, enveloppée dans un peignoir. Gregorio, j'ai vu les voitures de patrouille. Est-ce que tu vas bien ? Il s'est passé quelque chose de grave ? Je l'ai invité à entrer, et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus, à chaque détail. Je savais qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, a dit Carmen tristement. Quelque chose dans son regard m'a toujours semblé froid, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait si loin. Carmen, sans ton avertissement, sans ton témoignage sur ce que tu as entendu, peut-être qu'ils auraient réussi. Je te dois plus que je ne pourrais l'exprimer. Tu ne me dois rien du tout. J'ai juste fait ce qui était juste. Ta première femme, Martha, était comme une sœur pour moi.
Je lui ai promis que je veillerais toujours sur toi, s'il lui arrivait quelque chose. Je tiens cette promesse. J'ai senti des larmes se former dans mes yeux. J'avais perdu ma deuxième femme, cette nuit-là, mais j'avais redécouvert la valeur de la véritable amitié. Carlos a demandé à Carmen de venir à son bureau le lendemain, pour faire une déclaration officielle. Elle a accepté, sans hésitation. Quand tout le monde est enfin parti, je me suis retrouvé seul, dans ma maison. Il faisait presque jour. La lumière grise de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres. J'ai marché dans chaque pièce, regardant tout avec des yeux nouveaux. Ce salon, où Florencia et moi avions regardé tant de films. Cette cuisine, où elle préparait des dîners, dont je me demandais maintenant, s'ils contenaient jamais autre chose que de la nourriture. Cette chambre, où nous dormions ensemble, partageant un espace intime avec quelqu'un, qui s'est avéré être une ennemie. Tout était contaminé, par sa trahison. Chaque recoin de ma maison renfermait désormais, des souvenirs empoisonnés. Mais c'était aussi ma maison, mon refuge, mon territoire, et personne n'allait me le prendre. Je me suis servi un café, et je me suis assis dans le jardin, pour regarder le lever du soleil. Le ciel était peint, d'orange et de rose. Un nouveau jour commençait. Un jour où j'étais libre, d'un mensonge dans lequel j'avais vécu pendant des années. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur, Clara. Gregorio, que s'est-il passé? J'ai reçu une alerte info. Elle dit qu'ils ont arrêté 3 personnes pour fraude, dans notre région. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Je lui ai tout raconté. Clara a écouté en silence, n'interrompant qu'occasionnellement avec des exclamations de choc. Mon Dieu, Gregorio, tu aurais pu tout perdre. Ils auraient pu te tuer. Je sais, mais ils ne l'ont pas fait, car j'ai agi à temps. Parce que je n'ai pas laissé mon amour pour elle, m'aveugler complètement. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Maintenant, je vais m'assurer qu'ils paient, pour ce qu'ils ont essayé de faire. Je vais témoigner à chaque audience, à chaque procès. Je vais m'assurer que le monde sache exactement, quel genre de personnes ils sont. Et après? Après le procès, je vais reconstruire ma vie. Je vais nettoyer cette maison, de tous les faux souvenirs. Et je vais utiliser mon expérience pour aider d'autres hommes et femmes plus âgés, qui pourraient traverser la même épreuve. Cela me semble être un bon plan. Nous avons raccroché, et je suis resté là, à regarder le soleil finir de se lever. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités judiciaires. Carlos me tenait informé de chaque évolution, de chaque nouvelle révélation apparue lors des interrogatoires. Gilberto Ramirez fut le premier à se mettre à parler. D'après Carlos, lorsque les enquêteurs lui ont montré toutes les preuves, tous les enregistrements, toutes les photographies, il s'est complètement effondré. Il a demandé un accord avec l'accusation, en échange de son témoignage contre Florencia. Il révèle tout, m'a dit Carlos, lors d'une réunion dans son bureau. Il dit que Florencia l'a contacté, il y a 14 mois. Que c'est elle qui a initié tout le plan. Que c'est elle qui a fait des recherches sur chaque détail de vos propriétés, de vos investissements, de vos documents. 14 mois. Tellement longtemps. D'après Gilberto, Florencia planifiait cela depuis encore plus longtemps. Il dit qu'elle lui a montré des notes, qu'elle avait prises pendant plus de 2 ans. Les dates d'échéance de vos investissements, les valeurs de vos propriétés, les contacts de personnes qui pourraient l'aider. 2 ans. Alors que je pensais que nous avions un mariage normal, elle cataloguait méthodiquement chaque actif que je possédais. Et qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que Florencia était obsédée par l'argent, qu'elle parlait constamment de ce qu'elle pourrait obtenir, si vous n'étiez plus dans le tableau. Qu'elle avait déjà contacté plusieurs conseillers immobiliers avant lui, mais qu'il était le seul, prêt à faire le travail de manière irrégulière. Pourquoi a-t-il accepté? Quelle était sa motivation? L'argent, bien sûr. Florencia lui a promis 30% de tout ce qu'ils obtiendraient, avec une projection de 700 000 euros. Cela représentait plus de 200 000 euros, pour lui. Suffisamment pour qu'il compromette sa licence, et sa liberté. Carlos a tourné la page suivante, de ses notes. Alisa Cordero parle aussi. Elle dit que Gilberto l'a contacté, il y a 3 mois. Il lui a offert 5 000 euros en espèces, pour certifier des documents sans poser de questions. Elle a accepté, parce qu'elle a des dettes de jeu. Elle pariait dans des casinos en ligne, et devait plus de 50 000 euros. À des usuriers.
Ils étaient tous motivés par la cupidité. Aucun d'entre eux ne m'a considéré comme une vraie personne, avec une vraie vie et de vrais droits. Ils ne voyaient en moi qu'une source d'argent. Et Florencia, que dit-elle? Carlos a fait une pause, avant de répondre. Florencia ne dit rien. Elle a un avocat commis d'office, qui lui a conseillé de ne pas parler. Mais son silence ne l'aidera pas. Avec les témoignages de Gilberto et d'Alisa, plus tous nos enregistrements et nos preuves, le dossier contre elle est solide. Quand a lieu l'audience préliminaire? Dans 3 jours. Le juge décidera s'il y a suffisamment de preuves pour aller jusqu'au procès. Ils auront besoin de vous là-bas pour témoigner. Les 3 jours sont passés comme dans un brouillard de préparation. Carlos m'a fait pratiquer mon témoignage, encore et encore. Il m'a appris à rester calme, lors du contre-interrogatoire, à ne répondre qu'à ce qu'on me demandait, et à ne pas me laisser provoquer par les tactiques de l'avocat de la défense. Le jour de l'audience est arrivé. Je me suis habillé avec mon meilleur costume, le même que j'utilisais pour les réunions importantes, quand je travaillais. Carlos est venu me chercher tôt le matin, et nous avons roulé ensemble, jusqu'au tribunal. La salle d'audience était étonnamment pleine. Il y avait des journalistes curieux, et plusieurs personnes âgées qui, m'a dit Carlos, faisaient partie d'une organisation pour la protection des seniors. Mon affaire avait attiré l'attention des médias. Les gros titres parlaient de la femme qui avait essayé de tout voler, et du vieil homme qui avait mis au jour la fraude parfaite. Je me suis assis sur le banc, désigné pour l'accusation. De là, je pouvais voir l'endroit où Florencia serait assise. Mon estomac s'est noué, rien qu'à l'idée de la revoir. Puis, les accusés sont entrés. D'abord Gilberto, menotté et vêtu d'un uniforme de prison orange. Il ne ressemblait plus au professionnel confiant que j'avais vu sur les photographies. Il avait l'air petit, effrayé et vaincu. Ensuite, Alisa Cordero est entrée, elle aussi menottée, et en uniforme de prison. Elle avait de profondes cernes sous les yeux, et ses cheveux étaient ébouriffés. Elle avait pris 10 ans de plus, en quelques jours. Enfin, Florencia est entrée, menottée, et vêtue de l'uniforme orange. Mais contrairement aux 2 autres, elle gardait la tête haute. Ses yeux ont parcouru la pièce, jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Je n'ai vu ni remords, ni honte. Seulement un froid ressentiment. Le juge est entré, et nous nous sommes tous levés. C'était un homme âgé d'environ 65 ans, avec des cheveux complètement blancs, et une expression sérieuse. « Veuillez vous lever », a commencé l'huissier. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire de l'État contre Florencia Queiroz, Gilberto Ramirez, et Alisa Cordero. Les chefs d'accusation incluent la conspiration en vue de commettre une fraude, la falsification de documents, la tentative d'appropriation illégale de biens. Et plusieurs autres délits connexes. Le procureur s'est levé, et a commencé à présenter l'affaire. Il a décrit chaque détail du plan de Florencia, montrant des photographies des faux documents, diffusant des extraits des enregistrements, expliquant l'ensemble du stratagème, avec une clarté dévastatrice. Ensuite, on m'a appelé à la barre. J'ai marché d'un pas ferme, j'ai placé ma main sur la Bible, et j'ai juré de dire la vérité. Les questions du procureur ont été directes. Quand ai-je remarqué quelque chose de suspect pour la première fois? Que ai-je trouvé dans mon bureau? Que ai-je fait de ces informations? Ai-je déjà donné à ma femme la permission d'accéder à mes documents privés? Ai-je déjà signé une procuration en sa faveur? Ai-je déjà été diagnostiqué d'un déclin cognitif? Je répondais à chaque question, calmement et avec précision. Non, je n'ai jamais donné la permission. Non, je n'ai jamais signé de procuration. Non, je n'ai jamais été diagnostiqué avec une quelconque maladie mentale. Le procureur a montré le faux certificat médical. Reconnaissez-vous ce document? Oui. C'est l'un des documents frauduleux que j'ai trouvé dans la cachette de ma femme. La signature du médecin est-elle légitime? Non. Le médecin, dont le nom y figure, ne m'a jamais examiné. Je ne l'ai jamais rencontré. Cette signature est fausse. Le procureur a hoché la tête. Pas d'autres questions, votre honneur. Ensuite, l'avocat de la défense de Florencia s'est levé. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, avec un costume bon marché, et une nervosité évidente. C'était sa première grande affaire.
C'était visible. Monsieur Queers, a-t-il commencé avec un ton qui se voulait provocateur. N'est-il pas vrai que votre femme a pris soin de vous, pendant 25 ans? Nous avons vécu ensemble pendant 25 ans, oui. Et n'est-il pas vrai, qu'elle a sacrifié sa propre carrière, pour vous soutenir? Elle a travaillé à temps partiel pendant 10 ans, puis a décidé de démissionner. Je ne lui ai jamais demandé de quitter son emploi. Mais vous avez profité, de son travail domestique. Correct? Elle a cuisiné, nettoyé, géré la maison. Ce sont des tâches que nous partagions. Et aucune de ces tâches ne lui donne le droit de falsifier des documents et de voler mes propriétés. L'avocat est devenu rouge. Votre honneur, le témoin cherche la confrontation. Le juge m'a regardé. Monsieur Queers, répondez simplement à la question qu'on vous pose. Toutes mes excuses, votre honneur. L'avocat a continué. N'est-il pas possible que votre femme essayait simplement d'organiser vos affaires financières pour l'avenir, afin de vous protéger tous les deux? Nous protéger tous les deux? En falsifiant des certificats médicaux, en me déclarant inapte, en vendant ma maison en dessous de sa valeur à une société écran, et en transférant de l'argent sur des comptes offshore? Ce n'est pas de la protection. C'est du vol. Mais vous admettez que vous espionniez votre femme, n'est-ce pas? En envahissant son intimité. Je protégeais mes propriétés d'un crime en cours. Et tout ce que j'ai fait était légal et supervisé par mon avocat. L'avocat a essayé quelques autres questions, mais chacune de ses tactiques a échoué. Carlos avait fait un excellent travail pour me préparer. Je ne me suis pas laissé provoquer. Je ne suis tombé dans aucun de ces pièges verbaux. Après moi, Ravière, le détective privé, a témoigné. Il a présenté tous les enregistrements, toutes les photographies, toutes les vidéos. Les preuves étaient accablantes. Ensuite, Carmen, ma voisine, a témoigné d'une voix tremblante mais claire. Elle a décrit exactement ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. La conversation téléphonique de Florencia, la mention du plan pour le petit matin, tout. L'avocat de la défense a essayé de la discréditer. N'est-il pas vrai que vous avez des problèmes d'audition, madame? J'ai 72 ans, jeune homme. Mon oui n'est pas parfaite, mais je sais ce que j'ai entendu. Et je l'ai entendu, très clairement. Quand tous les témoignages furent terminés, le juge a examiné ses notes en silence, pendant plusieurs minutes. La tension dans la pièce était palpable. Enfin, il a pris la parole. J'ai examiné toutes les preuves présentées. Les enregistrements audio et vidéo sont clairs et irréfutables. Les témoignages sont cohérents et crédibles. Les documents frauduleux sont bien documentés. Il a fait une pause et a regardé directement les accusés. Je conclus qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les accusés Florencia Queers, Gilberto Ramirez et Alisa Cordero ont commis les crimes décrits. Cette affaire ira jusqu'au procès. La date sera fixée dans les 60 prochains jours. Il a frappé avec son marteau. Le son a résonné dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Les 60 jours qui nous séparaient du procès sont passés lentement. Pendant ce temps, d'autres révélations ont été faites. Les enquêteurs ont découvert que Florencia avait un autre compte bancaire secret, avec plus de 10 000 euros, qu'elle avait systématiquement retiré de nos comptes, au cours des 3 dernières années. Ils ont également découvert des messages entre elle et Gilberto, qui étaient bien plus que professionnels. Ils entretenaient une liaison, depuis au moins 8 mois. Les photos sur leur téléphone montraient des voyages ensemble, des dîners romantiques, des séjours à l'hôtel, le tout payé avec mon argent. La trahison était totale. Non seulement elle avait essayé de me voler, mais elle m'avait trompé avec son complice, pendant qu'il prévoyait de me détruire. Le jour du procès est enfin arrivé. Cette fois, la salle d'audience était encore plus bondée. L'affaire avait capté l'attention nationale. Plusieurs chaînes d'information diffusaient en direct, depuis l'extérieur du palais de justice. Le procès a duré une semaine entière. Le procureur a présenté des montagnes de preuves. Chaque document frauduleux, chaque enregistrement, chaque photographie, chaque message texte. Les témoins ont défilé. Des experts en falsification, qui ont confirmé que les signatures étaient frauduleuses. Le vrai médecin, dont le nom avait été utilisé sur le faux certificat. Des employés de banque, qui ont confirmé les transferts suspects. Gilberto Ramirez a témoigné contre Florencia,
dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il a décrit en détail comment elle avait tout initié, comment elle avait planifié chaque étape, comment elle avait parlé de s'assurer que je finisse dans une maison de retraite, où je ne pourrais causer aucun problème. Le moment le plus dévastateur a été la diffusion de l'enregistrement complet de cette nuit-là, dans mon bureau. La salle entière a entendu Florencia, en train de falsifier ma signature, tout en discutant de la manière de partager l'argent volé. Ils l'ont entendu mentionner l'assurance vie. Ils l'ont entendu dire que les accidents arrivent avec les hommes âgés. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, plusieurs membres du jury avaient les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'indignation. La défense de Florencia a tenté de faire valoir qu'elle avait été manipulée par Gilberto. Qu'elle était elle aussi une victime. Mais les preuves ont prouvé le contraire. Les messages montraient clairement quel était le cerveau de toute l'opération. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Lorsqu'ils sont retournés dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Le président du jury s'est levé et a lu le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Florencia Queers. Sur l'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude, nous déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation de falsification de documents, coupable. Sur l'accusation de tentative d'appropriation illégale de biens. Coupable. Sur l'accusation de fraude à l'assurance, coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 23 chefs d'accusation au total. 23 fois, j'ai entendu le mot coupable. Florencia n'a pas pleuré. Elle n'a pas réagi. Elle est restée assise, regardant droit devant elle, avec une expression vide. Gilberto Ramirez a écopé de 8 ans de prison, pour sa coopération. Alisa Cordero a reçu 6 ans. Mais Florencia, en tant que cerveau du plan, a été condamnée à 14 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, avant d'en avoir purgé au moins 10. Lorsque le juge a lu sa sentence, j'ai enfin vu quelque chose, sur le visage de Florencia. Ce n'était pas du remords. C'était la prise de conscience que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Elle aurait 79 ans, à sa sortie de prison. Si tant est qu'elle vive, jusque-là. Après le procès, plusieurs journalistes ont essayé de m'interviewer. J'ai décliné toutes les demandes, sauf une. Je voulais raconter mon histoire complète, avec mes propres mots, pour que d'autres personnes âgées sachent qu'elles n'étaient pas seules si elles devaient faire face à des situations similaires. Les mois suivants, j'ai consacré mon temps à reconstruire ma vie. J'ai engagé une entreprise pour rénover entièrement ma maison. De nouveaux meubles, de la nouvelle peinture, de nouveaux rideaux. Je voulais éliminer chaque trace de Florencia de mon espace. J'ai également commencé à travailler avec une organisation pour la protection des personnes âgées. J'ai donné des conférences dans des centres communautaires sur la façon de reconnaître les signes d'abus financiers, de protéger ces documents importants, et d'agir si l'on soupçonne que quelqu'un essaie de profiter de soi. Carmen est devenue une amie, encore plus proche. Nous dînions ensemble, 2 fois par semaine. Elle m'a présenté à d'autres voisins, qui étaient également veufs, ou vivaient seuls. Nous avons formé un petit groupe de soutien, qui se réunissait régulièrement. Ma sœur Clara m'a rendu visite plus souvent. Elle m'a aidé à réorganiser mes finances, à créer de nouvelles fiducies, et à m'assurer que je ne serais plus jamais vulnérable, face à ce type de fraude. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Florencia, depuis la prison. Je l'ai tenue entre mes mains pendant plusieurs minutes, avant de décider de l'ouvrir. La lettre ne contenait aucune excuse. Au contraire, elle tentait de justifier ses actes. Elle disait qu'elle se sentait prisonnière de notre mariage, que j'étais contrôlant, qu'elle méritait plus que ce que je lui donnais. Chaque ligne était un nouveau mensonge. Une nouvelle distorsion de la réalité. À la fin de la lettre, elle me demandait de lui rendre visite, de parler, d'envisager de retirer les accusations. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe, et je l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait rien de plus à dire. Cette personne n'avait plus de place dans ma vie. 1 an après le procès, je me suis assis dans mon jardin rénové. Je buvais mon café, en regardant le lever du soleil. La même chose que j'avais faite, ce matin-là après l'arrestation de Florencia. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il n'y avait pas de douleur. Pas de trahison fraîche. Seulement de la paix. J'avais perdu ma femme,
mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Ma dignité, mon autonomie, mon droit de contrôler ma propre vie, et mon propre destin. J'avais appris que l'amour peut être un masque qui cache les pires intentions. Que la confiance doit se gagner en permanence, et ne pas être donnée aveuglément. Qu'être vigilant n'est pas de la paranoïa, mais de la sagesse. Mais j'ai aussi appris que je n'étais pas seul. Qu'il y avait de bonnes personnes, comme Carmen, comme Carlos, comme Javier, prêtes à m'aider quand j'en avais le plus besoin. Que la communauté était plus forte que la trahison individuelle. Mon téléphone a sonné. C'était la coordinatrice de l'organisation de protection des personnes âgées. Il voulait que je donne une autre conférence la semaine suivante, cette fois lors d'une convention d'État. Mon histoire avait inspiré des dizaines de personnes âgées à vérifier leurs propres documents, à remettre en question les situations suspectes, à se protéger. Si quelque chose de bon était sorti de tout ce cauchemar, c'était que ma douleur s'était transformée en but. Mon expérience servirait à en protéger d'autres. J'ai fini mon café, et je suis rentré à l'intérieur. J'avais du travail à faire. Des gens à aider. Une vie à vivre. Une vie qu'ils avaient failli me prendre, mais qui était maintenant, de nouveau, entièrement la mienne. Et c'est, en fin de compte, tout ce qui comptait.